Christelle, tu es responsable du contenu de Magma chez Orso Media. Tu es une véritable digital nomade et globe-trotteuse. Parisienne, tu as également vécu à Istanbul, Londres, Vilnius, Berlin et Dubaï. Passionnée par la mode et les voyages, avec une petite préférence pour l'Italie, le sport, la tech et l'investissement. C'est sans doute ta curiosité insatiable qui te pousse à créer une newsletter à la fois éclectique et rafraîchissante, Oblique Forecasting, où tu explores les tendances émergentes et celles qui tombent en désuétude. Ma question est la suivante. Pour qui crées-tu du contenu? Qu'est-ce qui te motive profondément? Parle-moi de ton pourquoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai eu longtemps, ma vie a été guidée par le pourquoi pas, plus que pour le pourquoi. Chaque expérience, chaque rencontre et chaque proposition qu'on me faisait, c'était du pourquoi pas. Et c'est un peu ça qui m'a guidée pendant toute ma vingtaine. J'ai l'impression d'avoir fait un peu tester toutes les modalités de travail, parce que j'ai travaillé à plein temps dans des boîtes. J'ai travaillé par exemple pour Farfetch, pour Vinted à plein temps. J'ai travaillé en freelance, j'ai travaillé en agence, et là je suis de nouveau à plein temps. Et effectivement, il y a plein de gens en fait, qui parlent de la vie en freelance comme étant la liberté absolue. Moi, je l'ai pas vraiment vécu comme ça. Et je pense que c'est important aussi de parler de ça et du fait que c'est pas un mode de fonctionnement qui va aller à tout le monde. La vie en freelance, c'était... En fait, j'étais pas une très bonne boss vis-à-vis de moi-même. Et donc, j'ai accepté un peu toutes les missions. Parce que là, pour le coup, c'était pas le faux mot, mais un peu la peur de manquer, la peur de... Ok, là j'ai plein de contrats qui s'enchaînent, mais est-ce que le mois prochain, est-ce que dans 2 mois, dans 6 mois, je vais avoir la même abondance, etc. Et donc je ne m'accordais pas vraiment de pause, et ce qui est pas une façon ni de s'éclater dans sa vie professionnelle, ni de s'éclater dans sa vie personnelle, puisque tu n'en as pas. Voilà. Et donc je pense que c'est important. Donc je reviens sur le phénomène de la girl boss qu'on nous a vendu à un moment, qu'on nous a survendu. En fait, tout le monde n'a pas les épaules pour être entrepreneur. Et je pense que pendant un moment, je me mentais à moi-même et je me disais qu'il fallait absolument que je passe par cette case-là et que je lance un produit ou que que je sois la big boss. Et en fait, c'est pas adapté à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas mon cas. Et, je suis très contente d'avoir justement trouvé plus un équilibre entre une vie pro et une vie perso. C'est quoi l'adresse de ton enfance? C'était l'endroit, la maison de mes grands-parents en grandissant, côté maternel, qui avait une maison à La Malou-les-Bains. Donc on n'est pas obligé de savoir où c'est. C'est sur les contreforts de la Montagne Noire, donc c'est dans l'Hérault. C'est une petite ville thermale qui est très mignonne. Et en fait, ce qu'on faisait là-bas, c'est qu'il y avait plein de balades à faire avec un grand-père très randonneur. Donc il y a des collines, il y a des champs, enfin c'est très joli. Et d'ailleurs, il était très fier de son jardin, il passait beaucoup de temps dans son jardin, donc c'était un endroit avec un jardin luxuriant, on va dire. Et quelque chose que je trouve assez drôle. Je n'ai jamais su si c'était un hasard ou si c'était fait exprès. Mais la deuxième partie de mon nom, donc Kirschbaum, ça veut dire cerisier en allemand. Et donc eux, c'était mes grands-parents Kirschbaum. Et il s'avère qu'ils avaient 3 cerisiers. Mais c'est vrai qu'au-delà des maisons de mes grands-parents, on n'avait pas vraiment de maison secondaire. Et je me souviens que mes parents m'ont expliqué un jour qu'ils préféraient, en gros, investir tout l'argent qu'ils auraient investi dans une maison secondaire dans des beaux voyages tous les ans. Parce que sur le coup j'ai compris et je suis très contente d'avoir fait tout ça. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu la chance d'avoir des gens, soit des amis, soit des ex, qui avaient la chance d'avoir des résidences secondaires. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez réconfortant, dans le sens où c'est un endroit vers lequel on peut retourner régulièrement, enfin plusieurs fois par an si on le veut, etc. Et c'est quelque chose aussi, je pense, au niveau de la charge mentale,
qui permet de voyager sans avoir à gérer toute une logistique sur place. Après, on commence un peu à avoir ses habitudes et à avoir aussi un rythme autre part. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je voulais investir dans une résidence secondaire. Et quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais acheter en Sicile? Ça fait longtemps que je me dis que je veux acheter en Italie, peut-être à Rome. Et après, quand j'ai raffiné un peu mon projet et que je me suis dit que je voulais rester à Paris, mais avoir une résidence secondaire en Sicile, en Italie, ça faisait pas vraiment sens pour moi d'avoir une résidence secondaire dans une autre capitale. Oui. Et que ce qui était important pour moi, c'était d'être dans une partie de l'Italie avec un climat chaud. Comment tu as fait pour trouver la maison Donc, c'est marrant parce que selon les personnes à qui j'en parle, il y a des gens qui trouvent que j'ai mis beaucoup de temps et des gens qui trouvent que je suis allée très très vite. Donc, on va voir. Mais en tout cas, cette année, j'ai fait 2 voyages spécifiquement pour faire des recherches immobilières. Il y a un agent qui a été un peu un allié en fait dès le début. Tu les reconnais ceux-là? Ouais. Ils ne sont pas nombreux, mais... Et il m'a vraiment montré qu'il comprenait mon projet et qu'il ne voulait pas me vendre n'importe quoi, à bien, n'importe quel prix. juste pour faire une transaction. Il allait visiter les biens avec moi et me dire tel lieu, c'est magnifique. Par contre, tu vois, là, ces beaux plafonds typiques siciliens, là, il y a une toute petite infiltration d'eau, donc ça veut dire qu'il y a une infiltration partout. Donc ça veut dire que c'est sûr et certain que le petit rooftop, il va falloir complètement refaire le toit et refaire les plafonds, etc. Donc c'est pas le genre de travaux que tu vas pouvoir suivre depuis l'étranger. Donc il était assez smart pour se rendre compte de ce dont j'avais besoin. Il n'avait pas envie de te mettre dans des galères. Exactement. On n'a pas trouvé mon bonheur en mars. Et donc en septembre, j'ai vu plusieurs biens, dont un qui était pas forcément le plus waouh. Pas le coup de cœur ultime. Mais celui dans lequel je pouvais me projeter tout de suite. En le voyant, je voyais tout de suite quelle cloison je pouvais abattre et quels travaux je voulais faire et etc. Alors qu'il y avait d'autres endroits, par exemple, qui étaient plus prêts à emménager. Mais la disposition des pièces me semblait pas plus compliqué, logique pour mon utilisation et si je voulais le louer à terme. Tu es responsable du contenu de Magma chez Orso Media. Est-ce que tu veux nous en parler? Orso Media, c'est un groupe média qui se concentre sur les nouveaux médias, donc c'est-à-dire podcast et newsletter, sur une niche très spécifique qui est business et finance. Donc ça a l'air un peu sérieux comme ça. Ça peut démocratiser en fait au final ces sujets qui peuvent faire un peu peur. Et à côté de ça, on a Magma, donc qui est principalement donc un format écrit. On fait également des vidéos avec des lives, etc. Mais ce pourquoi les gens prennent un abonnement, c'est la newsletter hebdomadaire. Et c'est une newsletter qui s'adresse principalement à des entrepreneurs et des investisseurs. Et on va décrypter en fait des tendances business et trouver des opportunités associées. Donc un peu les white space, un peu ce qui ne se fait pas encore en France ou ce qui pourrait se faire, etc. Mais nous, on essaye de trouver des tendances émergentes et dans lesquelles on peut créer soit un side business, soit complètement se lancer à fond dans un business. Si tu devais retenir de tes investissements qui sont pour toi les plus importants, ce serait lesquels? J'ai vraiment commencé avec une assurance vie. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai entamé, je crois que j'avais 27 ans. Et c'est vraiment sur du très très long terme. Ton ratio justement risque-valeur, il est où? Comment tu te considères? Par exemple, quelque chose qui est un peu une valeur sûre, ça va être des trackers, etc. Donc ça va être vraiment régulier, on va dire, comme investissement. C'est quoi des trackers pour ceux qui ne savent pas? Des trackers, ça va être au lieu, par exemple, d'investir sur une entreprise spécifique. Donc par exemple, acheter des actions chez L'Oréal ou acheter des actions chez LVMH.
que j'ai aussi. Un tracker, ça te permet de mettre de l'argent sur soit tout un marché, soit tout un groupe d'entreprises. Donc par exemple, si tu prends le tracker S&P 500, ça va être les 500 entreprises les plus performantes aux États-Unis. Si tu avais un film ou un lieu, une recommandation à nous faire, ça serait quoi? Alors, il y a un film qui est excellent, que j'ai l'impression que pas assez de gens l'ont vu, qui s'appelle A Bigger Splash. Et c'est un remake de La Piscine, donc le film qu'on connaît tous qui se passe dans le sud de la France. Il a transposé l'action à Pantelleria, qui est donc une île entre la Tunisie et la Sicile, et que j'ai super hâte d'explorer. Merci beaucoup Esther. Merci Paris. Vous pouvez retrouver la newsletter Magma Sur demagma.co. de magma.co, suivre les comptes LinkedIn et Instagram de la newsletter Magma et de Harmony Homes. Merci et bonne soirée. Cet épisode vous a été proposé par Harmony Homes, société d'immobilier fractionné sur de belles maisons de vacances. N'hésitez pas à liker, partager et commenter nos pages YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. harmonyhomes.io. Bon voyage!